Bonjour, c'est Mathieu, du biostatisticien. Depuis cette fin de semaine, il y a plusieurs gouvernements en Europe qui ont pris des mesures strictes de confinement, c'est le cas en France et en Suisse, et le confinement, ces mesures de confinement, qui sont pas forcément faciles à vivre, elles visent à ralentir l'évolution du virus, du coronavirus dans la population. Alors, pour bien comprendre l'efficacité de ces mesures de confinement, j'ai codé une simulation dont je vais vous montrer les résultats, et cette simulation, en fait, elle simule différentes mesures de confinement, et on peut évaluer la propagation du virus dans la population au regard de ces différentes mesures de confinement. Donc je vais d'abord vous expliquer comment j'ai codé cette simulation. C'est pas du code, hein, c'est vraiment très simple. Ensuite vous montrer les résultats et puis à la fin de la vidéo, pour ceux que ça intéresse, je vous expliquerai comment effectivement j'ai codé la chose. Enfin voilà, je vais vous expliquer tout de suite comment ça se passe. Donc je vais vous illustrer la simulation que j'ai codée pour illustrer l'efficacité du confinement. Le confinement, qu'est-ce que c'est? Le confinement, finalement, c'est de limiter nos déplacements. Donc ce que j'ai fait dans cette simulation, c'est que j'ai défini différents degrés de confinement qui à chaque fois réduisent notre zone de déplacement, notre capacité de déplacement. Ici, on a une personne avec une zone de déplacement en bleu dans laquelle, à chaque tour, la personne peut aller. Donc ici, on a un confinement de 1, donc la zone de déplacement est relativement large. Ici, on a un confinement de 4, donc la zone de déplacement est beaucoup plus petite. Donc à chaque étape, la personne peut beaucoup moins se déplacer. Ensuite, j'ai défini une zone de contagion, parce qu'on nous a expliqué, et c'est assez logique, que plus on est loin des personnes malades, moins on a de chances d'attraper la maladie. Donc la zone de contagion, c'est très facile à comprendre, c'est que, eh bien, pour une personne saine, si aucune personne malade n'est présente dans sa zone de contagion, alors la personne saine n'a aucune chance d'attraper la maladie. En revanche, s'il y a au moins une personne malade présente dans sa zone de contagion, alors la personne saine peut attraper la maladie, et ça se calcule. Voici une illustration avec deux personnes. On a sur la gauche une personne saine, vous voyez mes talents d'artiste, et puis sur la droite, une personne contaminée. Elles ont chacun une zone de déplacement respective, et puis la personne saine a également une zone de contagion. Il y a aussi une zone de contagion pour la personne malade, mais c'est pas pertinent. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va simuler un déplacement de chacune des deux personnes dans leur zone de déplacement respective et voir ce qui se passe. Et là, ce qu'on voit, c'est que la personne contaminée se retrouve dans la zone de contagion de la personne saine. Et donc à ce moment-là, ce qu'on fait, c'est qu'on va calculer la probabilité euh, pour l'homme en noir d'être contaminé, pour la personne saine d'être contaminée. Et bien évidemment, cette probabilité d'être contaminé, eh bien, elle augmente avec le nombre de personnes malades qu'il y a dans notre zone de contagion. Plus il y a de personnes malades dans notre zone de contagion, plus on a de chances d'être contaminé. Ça paraît très logique, mais voilà. Alors, les règles du jeu pour cette simulation sont les suivantes. À chaque étape, chaque personne peut bouger dans le rayon autorisé par le confinement, donc c'est la zone de déplacement dont je vous ai parlé tout à l'heure. Si une personne X a dans sa zone de contamination ou sa zone de contagion au moins une personne contaminée, alors on calcule sa probabilité de tomber malade, et puis on décide si la personne est malade ou pas. Quand une personne est contaminée, elle reste malade pendant 8 jours. Alors j'ai défini 8 jours, mais on aurait pu mettre 4 jours pour des trucs fulgurants ou 15 jours pour des trucs plus longs. Et puis au bout de 8 jours, la personne est guérie et ne peut plus être contaminée. Voici le résultat de ces deux simulations. À gauche, on n'a pas de confinement, on voit très clairement qu'on a des mouvements très importants des personnes. À droite, on a des mouvements plus limités. Ce que vous avez en vert, ce sont les personnes saines, et en rouge, les personnes malades. Et on voit très vite qu'au jour 12, on a beaucoup plus de personnes malades dans la simulation où il n'y a pas de confinement que dans la simulation où il y a un confinement. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que le confinement limite les déplacements des personnes et qu'elles vont moins être en contact avec d'autres. Et que quand elles vont rencontrer d'autres personnes, eh bien à ce moment-là, elles seront déjà guéries de la maladie, parce qu'elles se déplacent très très peu. Donc on voit bien visuellement qu'il y a un vrai effet du confinement sur la capacité d'une maladie à se transmettre. Et maintenant, ce qu'on va regarder, ce sont des graphes plus synthétiques qui permettent de comprendre l'évolution de la contamination. Ce graphe illustre l'efficacité du confinement sur la rapidité de la contagion. Donc on a sur l'axe horizontal le nombre de jours depuis le début de la simulation, et sur l'axe vertical le nombre de malades simultanés pour chaque jour donné. Donc on a fait tourner les simulations de multiples fois avec différents degrés de confinement, et ce qu'on voit c'est qu'on a ce pic dès le début de l'épidémie, où on a un pic de contagion, et puis rapidement, après plusieurs jours, ce pic s'estompe, et on voit que ce pic, plus le confinement est élevé, plus ce pic est faible.
Donc l'efficacité du confinement, dans ce cas-là, ça consiste simplement à réduire le nombre de personnes qui sont malades simultanément dans le temps. Cet effet est encore plus flagrant quand on regarde les 25 premiers jours de l'épidémie. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la simulation a tourné sur seulement 200 personnes, et on voit ici qu'on a jusqu'à 15 personnes simultanément malades pour un jour donné, quand il n'y a pas du tout de confinement ou un confinement très faible. Donc c'est pas le nombre de malades total, c'est le nombre de malades à un instant donné. Ce qui est énorme parce que ça veut dire qu'on a entre 7 et 8% de la population qui va être malade en même temps. Donc c'est très important d'avoir ce confinement pour réduire ce nombre de malades simultanés parce que typiquement on ne peut pas soigner tout le monde. On voit bien au regard de ces simulations que l'effet du confinement, ça va être d'amoindrir ce pic de contamination. Ce qui fait qu'on va pas forcément avoir moins de contamination dans le temps, mais à un moment donné, eh bien, on aura un pic de malades qui sera beaucoup moins important. Et ça, c'est essentiel parce que il y a une proportion de malades qui vont développer des symptômes graves qui vont conduire à une hospitalisation. Et s'il y a trop de personnes qui nécessitent une hospitalisation en même temps, eh bien notre système de soins ne pourra pas les absorber et c'est à ce moment-là qu'on va avoir des morts. Donc, il est très important de rester chez soi le plus possible, de limiter les déplacements, surtout si vous avez quelques symptômes, même minimes, du coronavirus, parce qu'une très grande part des personnes contaminées par le coronavirus ne présentent pas de symptômes ou des symptômes très légers et donc peuvent se penser en bonne santé, alors qu'en fait ils peuvent contaminer d'autres personnes qui, elles, vont développer des symptômes très importants. Donc voilà, c'est vraiment une responsabilité collective, mais aussi une responsabilité individuelle de se protéger soi-même et de protéger la société par un comportement responsable. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura apporté des éclairages. Si vous pensez qu'elle peut apporter des éléments d'information à des gens, n'hésitez pas à la partager. Je vous ai mis des liens vers d'autres ressources dans la description, notamment des liens d'articles ou de vidéos qui ont été faites par des vulgarisateurs scientifiques, des youtubeurs et qui expliquent très très bien les choses. Et puis là, je suis en train de tourner une autre vidéo qui explique vraiment le fonctionnement du code pour ceux qui voudront utiliser ce code pour faire tourner des simulations à eux. Donc je mettrai le lien de cette vidéo dans la description ensuite, une fois qu'elle sera en ligne. Voilà, portez-vous bien.